Pour ceux qui me connaissent, j'étais là de 2018 environ jusqu'à il y a 2 ans et je suis revenue. Ça fait quelques mois, même pas, que je suis là. Puis ils m'ont dit « Go, Flo, anime la soirée du 5 à 7 ce soir, t'es capable, tu vas bien faire ça. » Fait que je me suis dit « Let's go, je me lance. » Je suis super bien entourée avec 3 super panélistes ce soir. Donc, la thématique de la journée, vous l'avez ici, j'imagine que vous le savez, vous êtes inscrits. Améliorer les espaces publics pour la relance du centre-ville, principalement à Montréal. Donc, c'est ce qu'on va aborder ce soir. On va démystifier ça. Comment on peut relancer le centre-ville à travers l'aménagement et le placemaking. Donc, sans plus tarder, je lancerai la parole à notre premier invité, Jérôme Glad, directeur du village des Écluses et conseiller en placemaking chez Belleville Placemaking. Je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Génial. On a une petite intro. C'est moi. Oui, ben pour ceux... Bon, là, tu as dit 2 noms qui ne sont pas encore très connus. Là. Belleville Placemaking, qui est ma nouvelle firme de stratège consulting, on va dire, en placemaking, c'est dit dans le nom. Puis Village des Écluses, c'est un projet c'est un très gros projet, mais qui n'est pas encore très connu. C'est en dehors de Montréal. On est comme un peu devant les photos, hein, mais vous reconnaissez peut-être des images. Moi, j'ai parti il y a 10 ans la pépinière Espace Collectif. J'y suis plus, mais c'est moi qui ai parti le village au pied du courant. Puis avec le quartier des spectacles, les Jardins Gamelin, donc qui étaient quand même 2 gros projets de placemaking, dont le village au pied du courant qui finalement était pas mal précurseur. Là-dedans. Puis ça, c'est le village des Écluses. Ça en dit pas long, là, mais c'est un site de 10 hectares qui est un ancien théâtre d'été qu'on a récupéré un peu passé Vaudreuil. C'est entouré par l'eau, puis je suis sûr que vous allez être amené à y faire des retraites stratégiques là-bas parce que c'est écœurant. Puis c'est mon nouveau joujou, ça fait 1 an qu'on est ouvert, puis vraiment, on travaille fort pour faire une destination assez unique au Québec et en même temps qui est inspirée de tout ce que j'ai fait avant. Puis je vais parler la slide d'après. En fait, Belleville Placemaking, je me suis associé avec un autre Jérôme qui s'appelle Jérôme Barthes, puis lui qui est à New York. Puis j'aime beaucoup citer son CV parce que ça me fait sentir important. Mais lui, il était 17 ans Chief Operator à Bryant Park. Bryant Park, c'est vraiment un parc avec une gestion privée d'un espace public qui a des succès extraordinaires et qui est devenu un modèle aux États-Unis. Puis c'est lui qui a développé aussi tout le modèle opérationnel et financier d'un parc qui maintenant est un modèle d'affaires de 24 millions par année avec 0 financement public. Donc c'est complètement extraordinaire. Puis après ça, il est passé à la Highline, projet bien connu, c'est pas lui qui l'a parti, mais il était là-bas. Il était vice-président à la Times Square Corporation aussi, puis président récemment de la Fifth Avenue, avec mon accent français. It's perfect. Voilà. Puis là, maintenant, c'est ça en fait. Ce qui est génial avec lui, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un modèle de gestion des espaces publics qui est maintenant devenu vraiment une norme. Dès qu'il y a un espace public ou un nouveau quartier qui se fait, il faut qu'il y ait un organisme de gestion pour le valoriser. Puis lui, il est amoureux de Montréal, puis sa fille est à McGill. Puis quand il vient au Québec, c'est comme... Il y a le quartier des spectacles qui est extraordinaire comme organisme de gestion, mais en même temps, c'est 100% financement public. Puis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, on veut vraiment développer des modèles de gestion d'espace public pour relancer les centres-villes notamment. Fait que c'est assez passionnant de travailler avec lui. Puis si on passe les autres slides, juste en ce moment, on essaye de travailler sur le Square Victoria parce que je ne sais pas qui a le Square Victoria dans sa map mentale, mais c'était comme un peu un non-lieu, alors que c'est un lieu si central. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les grosses compagnies, les gros sièges sociaux de Montréal, Ivanhoe et Cambridge, Allied, Banque Nationale, qui ont d'ailleurs écrit un article sur la relance du centre-ville récemment, autour du Square Vic. Mais le Square Vic est un lieu un peu mort. Alors comment on peut mettre tous ces partenaires autour de la table pour faire un lieu qui est un modèle à Montréal, qui est un modèle de gestion d'espace public, avec beaucoup d'argent de partenaires privés aussi. Voilà. Merci Jérôme, puis merci aux universités d'accueillir autant d'étudiants étrangers. C'est souvent là qu'on fait venir davantage de touristes justement qui viennent voir la famille, donc souvent on le néglige, mais ça crée des affaires. Donc on a la vision justement d'un gestionnaire d'espace public avec Jérôme, et là on a la vision plus de l'international vers Montréal et Montréal vers l'international avec Guillaume Magnorté, directeur général du quartier des spectacles. Veux-tu nous parler un peu de ton CV à toi? Alors, je dois corriger, de quartier des spectacles international, parce que mon ami Eric qui gère le quartier des spectacles serait forcément un peu embêté de cette... Toi, tu es international. Moi, je suis international. Alors, ben oui, donc moi, j'ai l'occasion de collaborer, de travailler pour un quartier formidable, hein, tu l'as évoqué, oui, qui est financé en grande partie par en fait, la ville de Montréal.
mais qui est un lieu exceptionnel où on y retrouve une grande concentration d'activités culturelles que vous connaissez bien, les spectacles, les grandes salles de diffusion, etc., etc., et aussi donc des événements comme l'immunothérapie, qui a permis de créer des grandes installations pour l'espace public, qui sont des installations signature aujourd'hui. Donc probablement, vous en connaissez, puis là, ça a défilé vite derrière moi, mais je vous expliquais un peu ce que vous avez vu. Et il y a quelques années, le quartier des spectacles a amorcé, en fait, à travers le partenariat, qui est l'organisation qui gère le quartier des spectacles, et qui est dirigé par mon ami Eric Lefebvre, a commencé à réfléchir sur la capacité de distribuer ces installations-là, parce qu'il y avait de l'intérêt qui avait été manifesté par d'autres organisations, d'autres villes à l'étranger, de pouvoir présenter ces installations. Donc il y a eu une première initiative qui a été amorcée il y a maintenant quasiment 6 ou 7 ans, avec un partenaire de distribution qui s'appelle Créos, et qui nous a permis de tester le marché, et Eric m'a demandé de réfléchir avec lui sur un modèle de distribution. Un modèle de distribution, c'est de voir comment cette capacité qu'on avait de générer une forme de revenu avec les productions qui se promenaient partout à l'international, comment on pouvait réfléchir à un modèle vertueux qui nous permettrait de réinvestir les revenus générés dans de nouvelles productions, et effectivement dans un contexte où on est largement financé par les pouvoirs publics, de voir comment c'est un modèle qui a amené des sources de financement ou de revenus tiers. Mais aussi, c'était plus que ça. La réflexion qu'on a posée, c'était aussi de se poser la question de savoir comment on était capable aussi, à travers la distribution de ces installations, de se rapprocher d'autres villes, d'autres organisations, et du coup, évoquer avec elles ce dont on va parler ce soir, donc toute cette question-là de l'animation des centres-villes, des espaces publics, surtout dans un contexte post-pandémie. Et enfin, travailler avec des créateurs aussi, parce que ces installations, elles ne sont pas réalisées par le quartier des spectacles, elles sont produites et réalisées par des créateurs québécois pour la plupart, montréalais, et qui ont aussi apporté à travers leur expertise cette contribution, et on voulait aussi leur donner une certaine vitrine. Donc on a créé il y a un an, passé après la pandémie, donc il y a eu toutes des réflexions évidemment, d'ailleurs que la pandémie a accéléré, on en reparlera tout à l'heure. On a créé Quartier des spectacles international, qui a pour vocation, d'assurer la distribution donc, des installations qui ont été produites au cours des dernières années et qui peuplent aujourd'hui le catalogue du quartier. Deuxièmement, c'est de développer des activités de coproduction. Alors vous voyez ici derrière moi Echo, qui est une baleine grandeur nature qu'on a coproduite avec le quartier des musées à Vienne et le centre culturel de Lugano, mais on a fait depuis quelques années je pense un total de 3 coproductions, donc à la fois avec des villes en Angleterre, des villes en Europe, et des organisations en Europe, des villes canadiennes aussi. Donc on a vraiment aussi envie de partager notre savoir et nos capacités avec ces organisations-là. Et le troisième élément de mission qu'on se donne, c'est de la diplomatie culturelle, du rayonnement. Donc à travers un projet que vous avez peut-être derrière moi, mais par exemple, on a fait tourner l'exposition Cœur nomade, qui a été créée à partir de l'œuvre de Dany Laferrière et qui a circulé à Francfort, au Moyen-Orient et même au siège des Nations Unies à New York. Voilà. Donc, ça fait un an qu'on s'est lancé dans cette organisation-là, qui, contrairement au quartier des spectacles, est une organisation qui s'autofinance sur la base des revenus de distribution et qui s'inscrit complètement dans la thématique de ce soir, c'est-à-dire l'animation des espaces urbains et des quartiers et territoires culturels. Merci Guillaume, c'est super intéressant de savoir tout le travail qu'il y a derrière justement l'expérience qu'on vit au quotidien dans la ville, donc j'ai hâte de rentrer un petit peu plus dans les coulisses avec vous. Julien Leblond, cofondateur, avec son frère de Attractive et directeur créatif. Directeur créatif et innovation. Donc, on va rentrer plus dans la vision, justement, de quelqu'un qui habite ces espaces-là. Donc, quelles créations ils peuvent rentrer dans l'aménagement, justement, d'un territoire, d'un espace à animer. Donc, Julien, je te laisse te présenter. Ben oui, OK. Parfait. Premièrement, moi, j'ai un petit parcours un peu atypique. Je suis pianiste de formation classique. Dans le fond, moi, je me vouais pour une carrière de pianiste. Et finalement, je suis devenu accordeur de piano. Je me suis occupé des pianos des artistes. Puis tout ça m'a comme amené éventuellement à travailler avec mon frère puis de partir Attractive, qui est comme notre petit bébé là, qu'on fait depuis une couple d'années. Fait que c'est vraiment la réunion
entre l'art, la technologie et les jeux vidéo, d'où notre mascotte qui est le robot avec des yeux de manette de jeux vidéo et Spectrum qui est comme la musique. Fait que c'est un peu tout ça qu'on crée ensemble. Puis notre studio, dans le fond, on est la courroie de transmission entre le produit, l'artiste et le public. Fait qu'on essaie de créer l'espèce de distribution de tout ça. Puis c'est ça. Dans le fond, sous le même toit, on a des programmeurs en jeux vidéo, des programmeurs en technologie robotique, on a des modélisateurs aussi 3D, on a comme plein de panoplies d'artistes qui travaillent avec nous. Puis c'est ça, on est né aussi du besoin de créer des effets wow, que les gens devaient comme arriver dans un espace public puis créer des beaux produits. Fait que c'est ce qui amène un peu peut-être juste, ouais. L'autre après, c'est ça, c'est au niveau dans le fond, notre compagnie se regroupe en 5 produits. On a les activations de marque, les fêtes de ville, les espaces publics, les stunts publicitaires, puis les applications de jeux mobiles. Fait que c'est vraiment dans tous ces secteurs-là qu'on travaille. Fait qu'en 2012, on a parti le projet des pianos publics. Fait que c'est une centaine de pianos qu'on a amenés à faire croître au bout d'à peu près 5-6 ans. Fait que c'est devenu un peu l'ADN de Montréal, donc il y a des pianos un peu partout dans tous les coins de la rue, créer des fêtes aussi de cette façon-là. Fait que ça nous a amené ensuite à réfléchir à d'autres produits. Fait que les vélos musicaux sont arrivés, fait qu'on a commencé à mettre de la technologie dans ces petites bêtes-là à roues. Fait qu'on a mis des sensors. Fait que là, ça a été mon premier toucher à tout ce qui est technologique. Fait que je suis tombé en amour avec tout cet espace public-là. Et l'activation de marque est arrivée par la suite. Fait que c'est autant des agences publicitaires avec qui on a commencé à travailler, autant des équipes sportives, les Canadiens de Montréal, les Hallers. Fait qu'on a pu voyager partout au Canada pour créer des activations. Puis c'est ça, là, la pandémie est arrivée, fait qu'il a fallu comme se réajuster aussi. Fait qu'on a commencé à travailler tout ce qui est développement téléphone cellulaire. Fait que tout ce qu'on avait dans le gear terrain, mais on l'a amené sur cellulaire. Fait qu'on a commencé à faire des parcours géolocalisés, toutes sortes de parcours dans l'espace public. Puis c'est ça, là, présentement, là, on répond à plein de besoins des clients, des espaces publics, fait qu'on on brainstorm avec eux, on essaie de trouver des mécaniques pour animer leur espace public. Fait que présentement, c'est ça qu'on fait en 2023. Là. Fait que c'est à peu près un résumé de 3 minutes, je pense. Bien, merci, Julien. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont déjà testé les pianos publics. Je vois des oui. On a hâte de les réhabiliter, dans le fond, de jouer encore à nouveau. Là, je pense que Julien me disait tout à l'heure qu'il allait en avoir de plus en plus, qu'il allait revenir justement sur le territoire montréalais. Donc, à venir, on est super chanceux d'avoir justement Attractive dans notre cohorte 6. Oui, exactement. Oui. Puis de créer des maillages justement avec différents partenaires, l'écosystème touristique. Donc, merci de faire partie de notre grande communauté. Donc, en fait, j'aurais envie de repartir à la base avec Jérôme pour que tu nous expliques c'est quoi le placemaking. Pour ceux qui connaissent moins le sujet dans la salle, peux-tu nous démystifier qu'est-ce que c'est que le placemaking? Je te regarde là-bas. J'aurais tendance à dire, il y en a qui parlaient d'urbanisme tactique, il y en a qui parlaient d'acupuncture urbaine. C'est comme juste, c'est toutes des disciplines pour réanimer la ville avec toutes sortes d'outils. Le placemaking, moi j'ai fait des études en architecture, puis finalement ce que je fais c'est tellement juste pluridisciplinaire. Allô? Ça va de la conception d'espace, ça va de la vision d'espace, ça va de la penser le modèle d'affaires des espaces à la conception, la création, la production, la programmation, la gestion terrain. Fait que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un champ ultra pluridisciplinaire le placemaking. Puis à la base, fondamentalement, c'est fait juste pour faire des lieux vivants qui rassemblent les gens, qui attirent les gens. Il faut, dans l'ère dans laquelle on est, qu'on ait des espaces publics qui nous donnent envie de sortir, plutôt que d'être devant nos tablettes, nos écrans, etc. On est dans une société qui est très... On connaît nos amis, ils peuvent habiter n'importe où, puis souvent on connaît moins nos voisins. Mm-hmm. L'espace public a cette capacité de rassembler les gens dans la proximité. Donc en tout cas, il y a plein de bienfaits à ça. Ça crée des villes plus dynamiques. Puis après ça, en fait... mon Dieu, comment y arriver? Mais c'est tellement vaste. Si on regarde la place traditionnelle en Europe, c'est facile. Tu as les bâtiments qui entourent une place, tu as les fonctions dans les bâtiments, les restaurants, les bibliothèques, tout ce qu'on peut penser, les églises, etc. Et après ça, autour, les places, souvent, sont même très peu designées.
sont des fois très, très vides et puis les enfants courent là-dedans. Mais c'est quoi la grosse différence? C'est qu'il y a plein d'usages en rez-de-chaussée et il y a moins de voitures. En Amérique du Nord, pourquoi le placemaking est beaucoup plus développé en Amérique du Nord, puis surtout aux États-Unis qu'en Europe, c'est qu'on n'a pas ces espaces comme ça. On a très souvent des squares qui vont être entourés par des rues tout autour. Donc les usages des rez-de-chaussée ne peuvent pas s'imprégner partout sur la place. Donc souvent, il y a un petit côté compensatoire du placemaking. Souvent, si on regarde par exemple Bryant Park, c'est 3 cafés, 5 restaurants, énormément d'usages. Puis si on pense à Bryant Park, il y a plus de cafés et de restaurants dans un espace public à Bryant Park qu'il y en a dans les parcs au Québec. Ah oui. Donc ça, c'est complètement fou. Si on regarde en Europe, à Berlin, en Allemagne, il y a les Biergarten dans les parcs. À Amsterdam, il y a des cafés partout. En France, il y a les guinguettes au bord de l'eau. Ici, on adore, on veut ça à Montréal. On veut ça. Écoute, ici, on a une bonne culture d'occuper les parcs. On vit dans les parcs, mais si on est, pour parler du touriste qui vient à Montréal, il débarque dans un parc, puis il est comme « Oh mon Dieu, il faut que j'aille au dépanneur pour m'acheter une caisse de 24 parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de capacité d'accueil. » Alors que c'est des lieux qui peuvent être vraiment écœurants. Et je me souviens de Patrice Roy en entrevue avec Ferrandez qui lui dit ça. Il lui dit « Il n'y a pas de café, on ne peut pas prendre un verre, on ne peut pas se poser. Ouais. » Et donc, il y a beaucoup de choses à rattraper, à compenser, mais si on veut ça, si on veut des Biergarten, si on veut tout ça, c'est pas juste du design. Mais au Québec, très souvent, on commence par le design, on fait une belle place en pavé uni, mais après, on vient nous voir, nous, puis on dit hey, « ça n'a pas pris vie, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais viens nous voir avant, puis on va faire un organisme de gestion, où on va penser à une vision, un modèle d'affaires, puis après ça, on va engager des architectes paysagistes. Fait que c'est un peu ça qu'on pousse. C'est intéressant. Faut pas oublier le sac de chips parce qu'on peut pas boire dans les parcs sans manger. C'est très important. Ça, là, penses-tu que le Parisien, il arrive avec ses 2 bouteilles de vin rouge, il sacre parce que c'est un peu cher et le fromage aussi est cher? Ouais, bon, on peut passer la baguette puis les charcuteries, mais bon. Sans vouloir rentrer dans les... les stéréotypes? Les stéréotypes. Mais c'est vrai qu'on refuse jamais une bonne baguette avec de la bonne charcuterie en France. Super intéressant. Puis justement, je serais intéressée peut-être de pousser la question sur le processus de qui est responsable justement d'engager ces nouveaux projets-là, de dire hey, il y a un espace ici, on veut des lieux de rencontre, on veut qu'il y ait de l'animation, de la vie, ou même aller peut-être remplir une mission autre qui réglerait peut-être des problèmes sociétaux, justement, au niveau de l'itinérance et tout ça. Qui démarre ces projets-là? Qui a l'idée de démarrer ce projet-là? Puis comment ça commence, là, ce processus-là? Je sais pas. Vas-y, Guillaume, peut-être? Moi, je peux vous parler un petit peu de nos clients. D'abord, de revenir un peu sur quelque chose que Jérôme a dit qui est important, c'est la valeur qu'ont nos espaces de façon naturelle pour attirer du monde. Je faisais le parallèle ou la distinction entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et c'est vrai, nous on le voit aussi à travers les installations. La raison pour laquelle notre premier marché de diffusion, ça reste l'Amérique du Nord, c'est que la valeur patrimoniale des espaces publics est moins élevée. Les gens se déplacent moins que le font en Europe pour aller voir des beaux bâtiments. Et nous, on va travailler surtout avec des sociétés de développement commercial ou des Business Improvement District, des quartiers culturels, des organisations, des gestionnaires d'espaces publics. Donc on va travailler surtout avec des partenaires privés qui ont ce mandat d'animer leurs espaces, ce qui est un peu plus différent en Europe où on est plus dans le domaine du public. En tout cas, ce qu'on constate nous, c'est-à-dire que là, et d'ailleurs, ça fait appel à d'autres processus aussi, autant avec les partenaires plus privés qu'on a en Amérique du Nord, évidemment, on fait des propositions, on rentre rapidement et facilement dans les espaces, toute considération faite, évidemment, des enjeux techniques d'installation, alors qu'en Europe, on va passer plus par des appels à projets publics, il faut passer à travers un processus qui est plus normalisé, etc., etc. Donc on a cette balance-là, je dirais, entre, en Europe, plus les aspects publics et plus les partenaires privés qui vont animer. Mais ça traduit aussi, je pense, la finalité, c'est-à-dire que véritablement en Amérique du Nord, la raison en tout cas pour laquelle nous on fait appel à nos installations, je ne sais pas si dans le placemaking c'est la même chose, mais c'est pour dynamiser une activité économique. C'est pour dynamiser les magasins et les environnements d'affaires qui entourent. Ou en Europe, on est plus dans l'espace social, parce qu'effectivement, comme tu faisais référence, il y a déjà une activité intrinsèque, donc on est plus dans l'espace social
et créer du lien entre les habitants et entre les personnes qui utilisent ces espaces-là. Super. Puis justement, Julien, j'aurais envie de rebondir. J'ai envie de faire un lien avec Julien très court. C'est que, tu sais, on veut toujours recréer la fontaine ou la centralité de la place, des installations comme ils font, c'est ça que ça crée, fait que c'est ça qu'ils viennent chercher. Puis nous, on essaye des fois de recréer la messe, tu sais, le rendez-vous hebdomadaire, ou même si tu ne vois personne dans ta semaine, tu sais que tu vas croiser des gens. Puis on avait un projet qui était fantastique avec les pianos publics, c'était le piano petit pique-nique du vendredi soir, c'est là que tout le quartier se réunissait. Ah ouais? Oui, exactement. Là, à tous les quartiers, ça, c'est différent. Là, c'est ça. Il y en a qui c'était au diapason, à telle heure. Tous les pianos jouaient en même temps. Fait que ça crée une coercion. Tous les districts, tous les arrondissements. Autant que, je me rappelle, Richard Abel venait jouer dans le village le vendredi à telle heure. Mais là, tu avais toute une communauté qui venait jouer. Ça se faisait naturellement aussi, là. Oui, donc c'est vraiment des expériences uniques qui sont vécues par ceux qui sont là à ce moment-là. Puis dans le fond, tu as l'occasion peut-être de le répéter quelques fois dans une saison, mais souvent tu passes à côté si tu n'es pas là le jour même, là. C'est intéressant. Puis justement, Julien, je voulais revenir par rapport au processus. Toi, tu rentres à quel moment dans cette occupation de l'espace-là? À quel moment et qui t'appelle, dit « ben Julien, j'aurais vraiment besoin de quelqu'un? » Ben, il y a tellement plein de façons, il y a plein de scénarios. Là. C'est sûr que souvent, on est très obstiné. Là, ça fait qu'on on appelle, on pitch, c'est partout aussi. Là, fait que des fois, ça peut être sur 2, 3, 4 ans aussi qu'on propose des projets. Des fois, c'est des appels de concours aussi. Il y en a que des arrondissements qui vont lancer des concours. On fait appel un peu comme le quartier des spectacles aussi. Des fois, on gagne, des fois, on ne gagne pas. C'est ça, après la pandémie, il y a eu beaucoup de concours aussi qui est arrivé. Chacun voulait avoir quelque chose de nouveau dans leur quartier. Autant les ruelles vertes aussi. On lui demandait d'aller chercher des trucs qui sont différents. Fait que c'est ça, autant que c'est nous autres qui va les chercher, ou des fois, c'est carrément eux qui regardent notre portfolio. Ou souvent, nos pianos ou les vélos, c'est notre cheval de Troie aussi. Fait qu'on les a mis un peu partout. Fait que là, ils nous rappellent à cause de ça. Puis fait que des fois, c'est des mécaniques comme ça là, qu'on arrive à activer pour justement faire parler puis éventuellement que les gens viennent vers vous. Merci, Julien. Puis justement, je reviens vers toi, Jérôme, parce que je sens que c'est un sujet justement sur lequel tu avais envie de rebondir sur le processus. Mais par exemple, le village des Écluses, qui s'occupe d'animer ce lieu-là en continu, là, sachant que j'imagine que ça, c'est ouvert principalement l'été, mais que c'est par année, là, quand il exactement. y a plus de glace. Donc, comment ça fonctionne? On a un lieu et tout ça, puis là, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'animer en continu ou de s'occuper de la sécurité du lieu, ou etc. Donc, une fois que le lieu est aménagé, comment ça fonctionne pour s'occuper de ce lieu-là à temps plein? Ben, en fait, je veux dire, là, on parle du village des Écluses, mais ça va être la même chose si on fait un lieu, une société de gestion du Square Victoria, par exemple, ou les choses que je faisais avec la pépinière, avec village au pied du courant. Il y a toujours village. C'est pas moi qui ai choisi le mot village, là, mais en tout cas. Puis, en fait, bon, c'est des OBNL, mais c'est un OBNL et reste une entreprise privée, mais c'est juste que tu as une capacité à développer beaucoup d'agilité puis beaucoup de domaines pluridisciplinaires au sein d'une petite entreprise qui est vouée, dans le fond, oui, il y a peut-être un peu de subvention, mais surtout qui est vouée à faire une activité commerciale, à développer un modèle économique où les profits sont réinjectés dans la valorisation du lieu, etc. Donc, c'est un cercle vertueux. Puis, l'agilité est très importante parce que pourquoi? Puis tu le dis, si tu vas en Europe, c'est long les processus. Si tu vas en Amérique du Nord, tu as une Business Improvement District qui t'appelle « Hey, je veux la baleine ». La baleine, elle est là-bas dans 2 mois, si elle est disponible. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ça. Et ça s'applique aussi si, par exemple, tu es dans un espace public puis qu'il y a, je sais pas, il y a un grand banc qui est cassé ou tout ça, ben, la Business Improvement District, elle va vite le réparer. Elle veut pas que ses clients voient ça rapidement. Alors qu'une ville, bon, ben, le banc, il va être comme ça tout l'été, puis il va y avoir des plaintes au 311, puis elle va être réactive. Ces organismes-là, ils sont proactifs. Ça va très très vite et ce qui est intéressant du fait que ces organismes-là aient un modèle d'affaires, c'est qu'ils font des choses à un moment donné qui plaisent au public, puis il y a comme une consultation publique en continu. Si tu fais quelque chose qui ne plaît pas au public, tu l'arrêtes là.
Exactement, tu t'adaptes directement, puis c'est pas juste les lois du marché, c'est juste ce qui plaît aux gens. Tu sais, genre par exemple, Village des Écluses, l'an passé, je faisais des shows de musique émergente les jeudis, ça n'a pas marché pantoute. Fait que cette année, je fais des shows de band de reprise le samedi soir. Tu sais, t'es un pianiste aussi. Hein? Ouais, je Oui. sais, j'aimerais ça qu'il vienne. J'habite à On a une l'Épéro, c'est à côté de... T'habites à l'Épéro? Ben oui, c'est à Ok, côté tu de... viens la semaine prochaine. C'est bon. C'était quoi la question? Parce que j'ai divagué là. Oui, mais c'est super intéressant dans le fond. Plus par rapport à la gestion quotidienne du lieu, une fois qu'il est aménagé, comment ça fonctionne pour être sûr qu'il y ait justement de la sécurité sur place ou qu'il soit animé en continu, ou tu sais, comment tu fais, admettons, je sais pas, il y a une annulation dernière minute, comment tu le remplaces, Moi, je le donc fais pas parce la que logistique. Moi, j'ai pas une capacité opérationnelle, moi j'ai une capacité de développeur et tout. Mais tu sais, il y a plein de gens dans la vie qui font des événements, il y a plein de gens qui gèrent des cafés, qui gèrent des hôtels, etc. Puis ce type de profil-là, d'ailleurs, le tourisme était super formateur, les profils touristiques pour ces lieux-là. Ben, dans le fond, c'est juste, tu peux travailler pour un hôtel, tu peux travailler pour un restaurant, tu peux faire un événement ponctuel, mais tu peux aussi, puis il y a aussi un modèle d'affaires à ça, et tu peux aussi faire ta vie à valoriser des espaces publics, à valoriser des bâtiments patrimoniaux, etc., pour les ouvrir à la collectivité de manière permanente. C'est juste les mêmes compétences, mais c'est au profit, je trouve, de quelque chose qui est extrêmement structurant dans nos milieux de vie. Puis comme le piano qui recrée la messe, comme la baleine qui recrée la centralité d'une place, la fontaine, etc., comme le Biergarten au milieu de la place qui crée les belles places entourées de terrasses comme en Europe qu'on n'a pas au Québec. Mais c'est toutes des choses qui, mis ensemble, font des lieux qui souvent sont les lieux les plus appréciés par les locaux. Ils y viennent, ils y reviennent et ça devient des lieux fondateurs dans leur vie, dans leur quotidien. Tu sais. Ouais. Non, c'est super. Puis justement, les gens finissent par se l'approprier comme si c'était vraiment leur lieu. Justement, c'est super intéressant, cette vision-là. Puis, tu parlais tout à l'heure, justement, que c'était ouvert 6 mois par année. Ouais. Là, le fait que, là, je pense, tourisme, là, effectivement, la saisonnalité vient pour beaucoup. Si on compare avec d'autres destinations, justement, comme c'est sûr que ça pose peut-être pas autant de problèmes ou au niveau des réglementations, tu sais, à l'année, on l'aborde différemment. Ça veut dire qu'une installation quelconque va pouvoir peut-être être ouverte à l'année dans un endroit, puis qu'il va avoir peut-être moins de mise à jour à faire ou d'entretien à faire. Comment, ici, on pourrait faire en sorte que ce soit ouvert à l'année? Est-ce que... D'où vient, dans le fond, la décision de l'ouvrir seulement 6 mois, ou est-ce qu'éventuellement, vous pensez que ça peut être ouvert à l'année? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu auras des éléments de réponse aussi, mais tu sais, au Québec, je trouve qu'on a beaucoup confondu, puis tu sais, c'est moi-même dans ce que je faisais qui a un peu influencé ça, mais on a beaucoup confondu l'éphémère ou le transitoire avec le fait qu'en fait, on a juste une nature saisonnière, puis tu peux pas faire les mêmes choses en été qu'en hiver. Et encore une fois, puis ça, à Bryant Park, par exemple, ils le font très bien, parce qu'ils ont un hiver aussi là-bas. La réversibilité des lieux pour qu'ils soient attractifs autant en été qu'en hiver, ben, ça prend de la gestion, ça prend des montages, démontages. Le quartier des spectacles en est le meilleur exemple au Québec. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de ça si on veut s'améliorer en hiver, parce que c'est très difficile de concevoir une place statique qui va être bonne en été puis en hiver. Puis il y a tellement un entretien fin qui doit être fait dans l'espace public en hiver pour que ça marche, fait qu'il faut des gens sur la place. Nous, on a toujours des surintendants, des gérants de parcs. Tu sais, on ramène la présence humaine dans les parcs, des gens qui donnent de l'amour au quotidien. Puis ça, c'est mieux que des gens dans leur greeter de travaux publics là, qui font un travail plus de grande échelle, mais là, ça prend de la finesse. Tu sais. Moi, je pense sur la vocation des usages aussi, c'est intéressant parce que ce qui a sous-tendu d'ailleurs le projet luminothérapie, c'était de rendre les gens participatifs par rapport à une installation, de faire en sorte qu'effectivement, contrairement à l'été où on a envie plus de se prélasser, de se reposer, on est sur des espaces détente, hein, souvent dans le placemaking d'ailleurs, c'est une composante importante. Sur le contexte de luminothérapie qui se déroule en hiver, c'est vraiment de susciter l'engagement, de faire en sorte qu'on se déplace, qu'on a une activité, qu'on joue avec l'œuvre. On va y rester moins longtemps, mais cette dualité aussi des usages, et qui est un trait, je dirais, de caractéristique qu'on a ici au Québec, cette capacité d'adresser l'hiver, la nordicité, le mouvement, et qui plaît d'ailleurs beaucoup en Europe. C'est souvent quelque chose qui revient. On n'a pas les mêmes, évidemment, températures entre décembre et mars, mais malgré tout, il y a la noirceur, il y a le froid, donc il y a aussi cette volonté de créer des espaces vivants et vibrants toute l'année. Donc, ça veut dire que les gens ne s'attendent pas nécessairement à la même expérience, soit en été ou en hiver. C'est pour ça j'imagine qu'on aborde aussi la saison différemment par rapport à la façon d'animer le lieu, là. Donc, il y a une différence à faire justement par rapport aux saisons quant à l'aménagement d'un lieu, c'est-à-dire justement, je reviens au Igloo Fest versus
pique-nique électronique, en soi, c'est une offre similaire, mais adaptée à la saison, dans le fond. Oui, c'est ça. Nous autres, souvent, on est amenés à faire des projets, mais là, éphémères, là, tout ce qui est l'hiver. Là. Fait que ça va être des installations qui restent là une journée, une semaine, sur 2 semaines. C'est sûr que c'est différent aussi de l'espace public qui est là permanent. Là. C'est sûr qu'en hiver, on a beaucoup d'installations éphémères. On a beaucoup de demandes aussi en hiver, tout ce qui est des parcours aussi, là, qui est plus virtuel avec ton téléphone. Tu vis l'espace aussi dans le parcours, tu découvres une forêt l'hiver, tu as des jeux pour des ados dans un parc. C'est sûr que les arrondissements essaient de faire sortir les gens l'hiver, mais avec leur téléphone, leurs gants. Mais ça crée des beaux moments aussi là, dans ces périodes-là. Là. Ben, là, ce qu'on amène, c'est intéressant, c'est la notion d'expérience. C'est-à-dire que, puis ça, c'est vraiment, pour nous, ce qu'on a observé, le grand changement avec la pandémie, c'est qu'il a fallu redonner aux espaces publics, surtout les centres-villes qui étaient occupés par des gens qui travaillaient, qui étaient au bureau et qui aujourd'hui on vivent à l'extérieur des centres-villes. Et c'est la même chose en Europe d'ailleurs. On pense qu'effectivement les centres-villes sont très occupés les week-ends pour magasiner, etc. Mais il y a une vraie problématique de retour au travail. Et on nous demande aujourd'hui d'aborder l'espace public comme un lieu d'expérience qui vient ajouter un élément de plus dans l'argumentaire qu'on propose à la fois aux citoyens mais aussi aux travailleurs de revenir passer du temps dans les bureaux. Et ça, c'est un gros changement puisqu'il a accéléré beaucoup aussi le modèle de QDS International. Quand la pandémie est arrivée, nous, on a pensé que le modèle était un petit peu mort, mais en fait, il a été accéléré et très vite. La demande qui a été formulée, c'est de réhabiter, de réinvestir les espaces publics. Oui, absolument. Nous autres, c'était aux 2 mètres. Il fallait mettre l'activation là, on fallait mesurer, puis là, finalement, ça allait exploser le marché de l'installation. Habituellement, on était très journalier, ou 2-3 jours, puis là, finalement, le monde nous voulait pendant un mois. C'est sûr que ça a réveillé autre chose aussi, là, l'expérience, comme dit Guillaume. Oui, bien justement, venons-en peut-être justement à la pandémie. Ça a créé plein de changements. Je suis curieuse de savoir, est-ce que, justement, il y a eu un réel changement dans l'adaptation de l'offre en lien avec le public cible? Est-ce que le public cible en soi a changé puis vous vous êtes adapté en fonction de l'offre ou vous vous dites non, on veut vraiment réattirer le même public, donc on se doit de conserver l'offre comme on avait avant la pandémie, par exemple? Moi, je peux juste rapidement, c'est ça, parce que c'est drôle, j'ai une de mes... comment je pourrais dire, copropriétaire d'un beau rallye, mais l'espace public, mais par tout ce qui est parcours géolocalisé, tout ce qui est intergénérationnel, faire participer autant les personnes âgées, les enfants, leur créer dans un même milieu une expérience. On sent que ça s'active beaucoup là, après la pandémie, de créer des moments de... Justement, nous, on fait présentement à Longueuil un parcours pour les jeunes enfants. Pour le festival, c'est lequel encore? Petit Bonheur. Fait que c'est autant les petits-enfants, on a des installations physiques, des harpes à activer dans la forêt. Fait que ça crée une autre offre qu'on n'aurait peut-être pas faite avant. Ça nous a fait réfléchir sur d'autres façons d'animer l'espace public aussi. Là. Nous, il y a un élément qu'on a remarqué, c'est que l'objectif qui était derrière la possibilité de faire venir des installations, c'était d'attirer du monde, d'augmenter la portion de personnes qui viennent dans un quartier. Ça fait partie d'une activation globale, souvent d'ailleurs durant les périodes de Noël. Puis là, il y a un changement où on voit que ces installations ont aussi une vocation à recréer de la vie au sein des résidents eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de redonner aux résidents l'accès au quartier, l'accès à la mixité, et de faire une installation qui peut être, je dirais, multi-usage et qui s'adresse aussi bien à des touristes qu'à des résidents, qu'à des travailleurs. Donc d'avoir cette vision-là aussi, qu'on puisse redonner au quartier son espace de vie. Et ça, c'est très important. Et on le note aussi à travers l'évolution qu'on voit en Europe, de dire que finalement, on n'est plus simplement dans des villes-musées, mais on a aussi besoin de créer du lien. Et donc la vocation qu'on donne aux installations, elle est plus simplement économique, mais elle peut être aussi de pacifier un espace, de socialiser un espace, de le rendre plus sécuritaire. Donc il y a vraiment toutes ces vocations un petit peu nouvelles dans l'espace public que nous, on voit apparaître aujourd'hui.
Puis pendant longtemps, nous, avec la pépinière où j'étais avant, là, on essayait de démontrer l'importance des espaces publics, puis on n'était pas les meilleurs en mesure d'impact, là, on va dire. Là. Puis il y a eu la pandémie, puis là tout le monde a fait comme « Oh mon Dieu, on a vraiment besoin d'espaces publics ». Puis il y avait tellement de monde dans les espaces publics que les espaces publics étaient vraiment plus cool aussi. C'est-à-dire que le monde attire le monde, là, puis quand tu arrives dans un lieu qui est... Genre, si tu arrives dans un bar qui est vide, tu es comme « Ouf, ça se passe pas vraiment », tu sais. Ouais. Et là, ça se passait dans les parcs, tu sais. Donc en même temps, on en demandait plus, puis on avait besoin de beaucoup plus de parcs parce qu'il y avait le fameux 2 mètres. Donc ça, c'est une chose, on y a goûté, puis on voyait qu'il y avait un lien direct entre espace public, santé publique, besoin d'être dehors. Okay. Génial, la santé publique qui disait il faut faire plus de parcs pour que les gens soient dehors. Donc, il démontrait un peu ce qu'on essayait de faire. Puis la deuxième chose après, c'est toutes les données sur les bureaux qui sont davantage vides et tout. Puis le directeur de la Banque nationale qui dit il faut rendre le centre-ville plus attrayant pour ramener les travailleurs, pour que ce soit pas juste genre est-ce que je vais faire 30 minutes de trajet pour aller m'asseoir sur mon siège, faire des visioconférences dans un open space, puis rentrer après. Non, c'est parce qu'après ça, tu vas te poser en terrasse au Square Vic, parce que j'y tiens, puis ça va vraiment changer ton quotidien. Fait qu'il y a en même temps cette volonté forte d'essayer de recréer ça. Donc on a démontré l'importance des espaces publics, on a vu à quel point c'était cool s'il y avait encore plus de gens. Fait que si on veut plus de gens, qu'est-ce qu'on fait? On met des installations, on met des activations qui vont créer des moments de magie, des nouvelles traditions comme à chaque vendredi, là, puis les gens vont revenir. Puis c'est un peu là qu'on en est dans le centre-ville, puis il faut trouver la bonne méthode, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis pour des choses ponctuelles avec la pandémie, mais maintenant il faut essayer de faire ça dans quelque chose qui est structurant. Pas juste on met l'argent, fait qu'il y a quelque chose, mais juste est-ce qu'on peut mettre des structures en place? Là je prêche pour ma paroisse, là, mais qui font que ça va se passer tout le temps maintenant. Oui, il y a aussi un changement de paradigme dans l'usage avec la piétonisation, le développement des voies cyclables. On le voit après la pandémie, là, beaucoup de gestionnaires de municipalités ont profité de ce moment pour complètement bouleverser les usages, la mobilité, l'accès aux espaces. Et ça aussi, ça redéfinit le rôle qu'on se donne comme gestionnaire d'espaces publics dans la proposition des installations ou d'activités de placemaking. C'est-à-dire qu'on a un retour aussi vers la circulation intérieure, la circulation douce, la mobilité douce. Donc ça vient aussi redéfinir un petit peu le projet et les objectifs qu'on se donne à travers ces projets-là. Puis moi, ça a changé beaucoup, je trouve, présentement. On dirait que toutes les villes, les centres-villes, ils veulent tout que ça soit l'énergie humaine, on oublie un peu l'électricité, que ce soit l'homme qui déplace avec des dynamos, autant l'énergie solaire aussi. Fait que ça fait repenser aussi toutes nos activations, là, que ça soit plus, c'est ça, là, des saines habitudes, le développement durable, le matériau doit changer aussi. Fait que on dirait que ça, on répond à d'autres choses maintenant. Là. Vous me faites penser, dans le fond, plus d'un point de vue utilisatrice ou participante, justement, tu sais, on a perdu un peu ce lien-là social et même des fois, il y en a qui ont perdu leur chum, leur blonde dans des relations parce qu'en pandémie, ça a été vraiment très intense puis ils se sont rendus compte, hey, tu sais, finalement, ça ne fit pas vraiment. Il faut rencontrer, il faut se mêler au monde. Comment vous gérez la mixité, le dynamisme entre l'espace physique et l'animation ensuite qui vient avec? Là, je pense à nos amis chez Ulysine qui travaillaient notamment au niveau des concierges extraordinaires chez C2 qui agissent en tant que connecteurs sur place ou qui favorisent justement le lien social une fois sur place. C'est quoi le lien entre justement le physique et l'humain? Ben nous, on a intégré Tinder dans toutes nos installations. Oui. Génial! Même réponse. Sachez-le pour ceux qui vont au quartier des spectacles. Ben, je pense qu'il y a le rôle de la médiation sur les places publiques et le placemaking. Donc la médiation entre l'œuvre, l'artiste, l'installation, le public, ça c'est quelque chose qui est important aussi dans notre approche. Mais je pense que si on regarde les endroits où on sortait avant, on sort beaucoup avec des gens qu'on connaît, on sort avec notre cercle d'amis qu'on connaît, puis on va sortir dans des endroits où on va rester assis sur une table de 6 personnes, puis on va pas nécessairement rencontrer d'autres gens. Là, ça, c'est beaucoup l'expérience, mettons le restaurant. Mais il y a des places où tu vas spécifiquement pour rencontrer. Mais ce que je vois sur tous mes espaces, que ce fut le village au pied du courant ou que ce soit le village des Écluses maintenant, c'est vraiment un lieu où tu vas et ta trajectoire de soirée, tu la connais pas encore. Et tu finis toujours, mais toujours systématiquement par rencontrer des gens. Puis je parle pas juste pour moi parce que les gens vont dire « Ah, c'est le proprio », tu sais. Et ça, je trouve ça fantastique. T'es pas assis, tu as un grand terrain de jeu, tu peux te balader avec ta bière sur 500 mètres, ce qui n'existe pas beaucoup en Amérique du Nord.
à part dans les festivals, tu sais. C'est juste des lieux, je sais pas, plus naturels. Puis tu sais, on est beaucoup dans... En Amérique du Nord, on est beaucoup dans des monocultures, dans le sens, c'est le quartier où tu habites, c'est le quartier où tu fais du commerce, c'est la rue où tu vas magasiner, c'est le restaurant où tu t'assois, puis il faut absolument que tu consommes de la bouffe si tu veux. Là, c'est un bar, donc les enfants n'ont pas le droit de venir, etc. Puis les lieux que je crée, ils brisent toutes ces barrières-là. Puis c'est toutes sortes de choses en même temps. C'est une plage, mais c'est un restaurant, mais c'est un bar, puis en même temps, on fait du karaoké, puis blablabla. Ça, les gens, ils se sentent plus en liberté là-dedans. Puis je trouve que la pandémie, si on fait un lien aussi, elle a été bonne pour briser des barrières, pour enlever des règlements. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font, puis ça a un lien avec le tourisme, qui font qu'on n'a pas les espaces publics qu'on a en Europe. Parce qu'au Québec, on avait les règlements sur les rues commerciales. Ah, faut pas qu'il y ait un bar à moins de 250 mètres d'un autre bar. Il y a toutes sortes de choses, alors que tu vas genre à Zagreb, tu as la rue des bars, la rue de la soif, c'est l'ancien lit de rivière, tu as la rue gourmande dans toutes les villes européennes. Mais nous, on a créé des lois qui empêchent ça. Puis on a créé des lois qui empêchent d'avoir des grandes terrasses. Parce qu'une terrasse au Québec, c'est maximum 50% de ta superficie de rez-de-chaussée. Ce qui est quand même aberrant quand tu vois qu'un petit boui sur une place à Paris peut avoir une terrasse qui est plus grande que n'importe quelle terrasse à Montréal. Donc on s'est créé des choses qui nous bloquent dans notre capacité juste à animer les places. Puis tu sais, des fois, la pandémie a changé des paramètres puis a fait des très belles choses. Puis on pourrait se poser la question s'il n'y a pas des paramètres un peu dépassés qu'on pourrait encore changer, là. Puis est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous faites avec, justement, ou vous avez des moyens de trouver d'autres façons de faire pour contourner ces freins réglementaires-là? Comment vous jouez, vous jonglez là, avec ces freins-là actuellement? Puis ce serait quoi votre rêve pour le futur là, pour être capable de briser un peu ces freins-là? Ben, déjà, le temporaire, ça permet de contourner beaucoup de problématiques. C'est-à-dire que si nos installations... les bascules, même les balançoires musicales que vous connaissez, qui étaient installées de façon temporaire, s'il fallait les installer de façon permanente, on rentrerait dans un autre système complètement, en termes d'appel d'offres, en termes de gestion du territoire, de la sécurité. Et effectivement, en Amérique du Nord, de façon générale, on est très coincé par la réglementation. Donc je dirais que le temporaire, c'est un élément hyper important du dispositif. C'est pour ça que nous, on ne réfléchit pas aujourd'hui à des possibilités d'installer de façon permanente des installations, mais bien dans du temporaire, parce que ça nous permet d'aborder, de contourner des problématiques avec, oui, une certaine évolution et un rattrapage à faire ici, je pense, si on veut redonner ce plaisir de vivre à l'extérieur. On parle beaucoup de notre nordicité au Québec, mais elle doit s'incarner aussi. C'est pas simplement mettre ses patins puis aller patiner sur les patinoires des grands parcs qui, par ailleurs, sont de moins en moins en bon état à cause du réchauffement climatique, mais c'est aussi d'y installer des lieux de vie dans lesquels les gens vont se retrouver, vont pouvoir y passer, etc., etc. Et ça, la temporalité, pour nous, est un bon outil de négociation. Intéressant. Puis en parlant de négociation, justement, à qui il faut s'adresser pour être capable d'aller plus vite, plus loin comme ça, pour être capable de changer les choses? Est-ce que nous, on peut s'impliquer en tant que touristes ou citoyens pour vous aider dans cette démarche-là, pour être capable d'aménager les lieux de façon plus ouverte et je veux dire, on est facile d'accès? Tu as commencé comme... Non, mais on est tous des entrepreneurs, je pense, autour de la table. On avait une finalité en tête, puis on est allé de l'avant, là. Exactement. Oui. Fait que tout le monde ici peut être entrepreneur pour faire avancer leurs choses, là. Puis si je donne l'exemple de deux règlements, le temporaire a aidé à partir de ce que j'ai fait depuis le début, parce que si ça avait été permanent, jamais on m'aurait dit, le village au pied du courant, jamais on m'aurait dit, je te donne le terrain là, puis tu vas faire une plage, alors que tu sais, pour faire une plage, c'est compliqué, là. Mais là, comme c'était juste 2 mois au début, c'est ça. Puis après, comme c'est un lieu qui revient à chaque été très longtemps, ça devient juste un lieu qui existe dans la map des Montréalais. Puis l'autre truc, côté réglementaire qu'on a fait, c'est que moi, je suis parti en disant « Hey, ils ont les Biergarten en Allemagne. » Donc, j'en reparle. Puis, je connaissais pas les règlements de la Régie des alcools. Si je les avais connus, jamais j'aurais pu faire le village au pied du courant. Mais j'ai envoyé une demande à la Régie des alcools. « Ah, j'aimerais faire un événement, c'est 4 jours semaine pendant 2 mois. » C'est passé. Donc, le village au pied du courant, le permis des alcools, c'était un événement. Puis après ça, le quartier des spectacles, l'année d'après, on fait les jardins Gamelin. Puis là, on fait les jardins Gamelin. Puis la Régie dit « Ah non, on va juste vous donner 3 jours semaine. » Puis là, ils disent « Mais non, regardez le village au pied du courant, ils ont eu 4 jours semaine l'an passé, donnez-nous-les, tu sais. » Puis après ça, ils veulent nous faire la même chose. Puis on dit « Mais non, regardez, puis il y a Air Commune aussi qu'on ça, etc., etc. » Fait qu'on a dépogné la Régie des alcools. Maintenant, après ça, ils ont créé le permis saisonnier, qui pour des lieux comme ça, sauf que le permis saisonnier, personne ne le prend parce que les enfants étaient interdits.
Fait que là, tout le monde repart avec le permis d'alcool. Puis là, avec Air Commune, ils ont travaillé le permis accessoire, qui est le permis pour les casinos, les salles de spectacle, 7 jours semaine, temporaire saisonnier. Fait qu'en tout cas, la régie des alcools innove parce que les politiciens, à un moment donné, disaient non, on veut des places comme ça, fait que ça marche. Fait qu'en ne connaissant pas les règlements, des fois, on est bien bon. Et des fois, les gens qui veulent appliquer les règlements, ils devraient penser d'abord à la finalité. Ah, mais ça existe ailleurs, comment on ferait pour que ça fonctionne? Il faut être des fois un peu punk dans la fonction publique. Voilà. C'est un bon, J'aime ça. Ça vient pas de moi. Un bon conseil, on dira pas d'où ça vient. Puis justement, j'aimerais ça terminer peut-être sur une notion justement de la force de Montréal. Là, on a parlé des freins, mais ce serait quoi justement la force de Montréal? On a parlé de saisonnalité, mais si vous voulez pousser un petit peu plus loin la question sur qu'est-ce qui ferait en sorte que les gens viennent à Montréal puis se souviennent de Montréal en tant que lieu unique. Puis, tu sais, je le vis, là, on parlait de Biergarten, j'imagine que vous êtes déjà tous figurés ou imaginés dans un Biergarten, dans un de vos voyages quelconque ou un lieu comme ça là, qui vous a marqué en tant que touriste. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que si on se met dans la peau d'un touriste justement puis on a envie de vivre Montréal, ça se passe souvent à travers ces lieux-là qui permettent l'accès justement à la ville et accès aux citoyens. Comment on vit ça, l'expérience touristique là, à travers ces lieux-là? Puis ce serait quoi qui ressortirait de l'expérience touristique montréalaise pour quelqu'un qui vient visiter la ville? Grosse question. Ben, il y a un caractère inné, je pense, de la ville de Montréal, c'est la relation que les citoyens ont entre eux et que les gens ont avec l'extérieur et les touristes. Moi, je me souviens, je ne trahirai personne en disant que je ne suis pas né ici, mais quand j'ai fait mon premier voyage en 85, j'étais absolument abasourdi de voir l'accueil et la chaleur qui pouvait se dégager du monde. Puis ça, c'est un trait qui est resté. Et je pense que c'est le premier trait caractéristique auquel les personnes qui viennent à Montréal sont sensibles. Et ça vaut pour des touristes, mais ça vaut aussi pour des touristes d'affaires. C'est-à-dire que quand vous accueillez des gens, on accueille énormément de délégations du monde entier qui viennent visiter le quartier des spectacles. Et à chaque fois, cette chaleur humaine, elle fait partie des atouts, je dirais, intrinsèques de la ville et qui sont absolument adorés par tout le monde, depuis l'Asie jusqu'au fin fond de l'Amérique en passant par l'Europe. Mais au-delà de ça, je pense que Montréal s'est particulièrement bien démarqué dans sa capacité à gérer ces années de pandémie et notamment les espaces publics. Les programmes qui sont sortis, qui ont été mis en place à l'initiative de la ville, mais qui ont permis au quartier des spectacles, mais pas que, c'est-à-dire au centre-ville, au quartier chinois, au Vieux-Montréal, de travailler ensemble pour offrir un environnement complètement repensé autour des espaces extérieurs, a marqué les esprits ici, mais je peux vous dire, parce qu'on voyage partout dans le monde, c'est devenu une référence internationale. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, si je peux plugger un peu l'événement, qu'on accueille à la fin du mois du 22 au 26 mai, au partenariat du quartier des spectacles, le quartier des spectacles, la convention qui regroupe tous les grands quartiers territoires culturels à travers le monde. Donc ils vont venir se retrouver ici pendant une semaine, discuter des enjeux que nous avons dans la gestion des espaces publics, le développement des territoires culturels, des quartiers créatifs, mais aussi rencontrer les entreprises créatives, parce que c'est ça aussi qui fait la spécificité d'une ville comme Montréal, c'est son accueil, c'est ses initiatives, mais c'est aussi le terreau que vous représentez à travers MT Lab, à travers Zoo, à travers la piscine et à travers tout ce foisonnement d'idées qui émerge de nos entreprises, ce que vous avez fait vous, ce que tu fais toi. Et l'idée d'ailleurs pendant cette rencontre-là, c'est aussi d'ouvrir une journée, qui sera la journée du 25, de l'ouvrir aux entreprises créatives et de leur permettre de rencontrer les décideurs gestionnaires d'espace public pour qu'ils comprennent aussi comment Montréal se distingue, pourquoi cette créativité et cette expertise est aujourd'hui une vraie valeur ajoutée et qu'elle se remarque partout. Et vous savez, moi j'ai la chance avec ce métier de voyager énormément, puis je peux vous dire que vous soyez à Singapour, à Londres, à Paris, à New York, ou peu importe, ce sont les mêmes enjeux. Faire revenir évidemment les gens dans les centres-villes, animer les espaces publics, dynamiser l'espace public, et aussi la gestion des problématiques d'itinérance sociale qu'on voit dans toutes les villes occidentales. On en a peu parlé ce soir, mais où l'espace public et la gestion des espaces publics devient une réponse absolument importante.
Tout à fait. Est-ce que vous voulez rebondir, peut-être, Julien Ben ou moi, Jérôme? c'est pas mal résumé toute ma pensée, là, c'est ça, avec des plus beaux mots, bien sûr. Puis, ben c'est sûr que c'est tellement un beau terroir pour développer ici c'est incroyable, là, toutes les opportunités, autant avec le MT Lab, autant avec la création qu'on peut créer des œuvres. C'est pour ça que c'est un terreau excitant pour des artistes comme nous. Autant aussi des artistes qui font les festivals, c'est sûr que on attire les gens aussi par notre matière brute aussi. Là, les Alexandra Strelitzky de ce monde, les Half Moon Run, tous les grands artistes qu'on a ici sur le plateau Mont-Royal, de partout. C'est pour ça que je pense que ça attire, combiné avec nos espaces publics, ce qui attire les gens à venir ici. Là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'attractif dans la prochaine saison, par exemple? Ah, bien là, c'est sûr que là, on réveille nos pianos publics présentement, là, qui étaient endormis depuis une couple d'années. Fait que là, présentement, c'est fou, là, c'est en train d'exploser. Là, fait qu'il va y en avoir partout sur les coins de la rue. Des parcours interactifs avec mes amis, comme Sérénité Sonore, qu'on va aussi aller dans les espaces publics, les centres-villes, les parcs. Fait que ça va être beaucoup combiné avec tout ça. Puis il y a la vitrine aussi, MT Lab, au Palais, qu'on va être exposé aussi là. Fait que ça commence le 4 mai. Fait que c'est très excitant d'avoir été invité aussi à mettre notre technologie, notre savoir. Fait que c'est plein de belles choses pour 2023. Super. Bien, Martin va en parler justement de l'inauguration de la vitrine. Tantôt, vous en saurez plus. Oui. Mais c'est le fun au MT Lab de pouvoir justement combiner plein d'expertises, plein de parcours différents d'entrepreneurs pour créer quelque chose de nouveau en les mettant ensemble. Donc, moi, c'est ce qui me fascine aussi, là, des différents projets qui émergent ici. J'ai déjà une question en attente, mais Jérôme, j'aimerais ça te laisser peut-être quand même un petit mot de la fin avant de passer à la période de questions. Mais juste sur la même question, pendant la pandémie, Montréal s'est vraiment démarqué avec les rues piétonnes. Puis ça, tu sais, autant moi dans ma pratique, je regarde beaucoup New York et les États-Unis, mais New York, ils envient vraiment ce qu'on a fait avec les rues piétonnes. Puis il y a vraiment des exemples assez extraordinaires. Puis tu sais, on n'a pas ces places qui ont des restaurants qui donnent directement sur les places comme en Europe, mais les rues piétonnes deviennent des promenades, parcs, avec toutes sortes d'activités et en même temps sont des lieux de vie de proximité. Faut pas perdre ça non plus. Mais ça c'est génial. Puis sinon, et ça a trait avec la qualité de vie aussi, c'est que les touristes maintenant, puis Tourisme Montréal pousse beaucoup là-dessus, sont vraiment amenés à visiter les quartiers de Montréal, de moins en moins le centre, mais les quartiers, puis c'est tellement beau puis authentique, puis on a tellement des beaux quartiers différents, ça c'est génial. Après, on a été super bon dans l'événementiel à Montréal, puis je pense que genre pique-nique, puis le pendant Igloo Fest en hiver, c'est extraordinaire. Moi, dans ma vie, ce que j'essaie de faire, c'est aussi d'essayer de créer le quotidien. Je pense que sur le quotidien, d'animer nos parcs, nos places, on a été moins bon. Mais j'essaie de trouver cet entre-deux. Puis c'est ça que j'essaierai de faire qui s'en viennent dans les 5 prochaines années un peu plus. Là que, tu sais, on a plein de places de créativité extraordinaires, des lieux de diffusion culturelle extraordinaires. Mais si tu connais pas où aller, dans quelle porte rentrer, des fois, c'est dur de les voir. Est-ce qu'on peut faire sortir un peu ça? Est-ce qu'on peut faire des choses en dehors de juste des grands festivals pour que ce soit toujours bien? Là, je voyais les pauvres touristes qui étaient ce week-end à Montréal, il pleuvait. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même moi, je sais pas quoi faire. C'est travailler ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour ces prochaines années? Toi qui as fondé justement nouvellement ton entreprise, oui. Puis éventuellement tu viens de devenir directeur du village des Écluses. C'est quoi ce renouveau pour toi? Parce que moi avant j'avais trop de projets avec la pépinière, puis avec la pandémie on se faisait demander tellement de projets qu'à un moment donné tu vires juste fou, puis ça va vite que dans une croissance là tu peux faire des semi-burn-out. Fait que non, c'était beaucoup trop. Je me suis dit je vais me concentrer sur un projet où je peux tout faire. Je construis des tiny houses, je fais des beer gardens, on a une expérience lumineuse, écœurante qui s'en vient, je fais des shows. Puis le reste, je fais de la stratégie pour essayer d'accompagner des villes à relancer leur centre-ville ou d'accompagner la création de structures de gestion pour des espaces publics. Fait que je me greffe à des projets auxquels je crois beaucoup. Puis c'est le fun, je vais un peu partout là. Mais tu risques de nous voir dans les parages au village des Écluses cet été. Du moins l'équipe du MT Lab. Oui, absolument. Et au quartier des spectacles. Est-ce qu'il y a des bières cartons? Je suis inquiet de savoir s'il y en a. À mon avis, il y en a un, oui. Et la bière est bonne en plus. Ben, si la bière est bonne, c'est toujours une bonne raison de se déplacer. J'ai l'air un peu obsédé avec ça. Hein? Tu voulais le placer? C'est écrit dans les notes qu'il fallait que je le place. Comment dire, c'est un fluidifiant social, ça se dit pas? Absolument. C'est pas le bon mot, mais c'est c'est ça. On a compris. Il y avait Olivier Hoffman de Ulysm qui, j'ai vu à petite main levée, là, je t'oublie pas. Vas-y, Olivier, tu peux démarrer la ronde des questions.
bonsoir à tous. Merci beaucoup pour le partage de ces magnifiques projets et visions de nos espaces publics. On a parlé beaucoup de structures temporaires, on a parlé d'aménagement avec d'éventuels restaurants, on a parlé d'événements culturels. Et le sport, messieurs. Le sport est quand même une activité particulièrement rassembleuse. Et puis je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu il y a 2 ans lors du magnifique parcours du Canadien de Montréal en finale de Coupe Stanley. La demi-finale, on l'a tous vécu dans la rue, à regarder des écrans, dans des lieux qui étaient tout sauf sécuritaires. Puis je crois même qu'il y a eu des voitures qui ont été renversées. Est-ce qu'on pourrait imaginer, sur nos espaces publics montréalais, quand même reconnus pour étant des sportifs dans l'âme, des espaces temporaires, extérieurs, sécuritaires, de diffusion d'événements sportifs? On appelle ça généralement des fan zones. Est-ce que vous pensez qu'une structure comme celle-là aurait sa place dans notre belle ville? Et si oui, quels seraient les éléments clés à respecter? On a eu, je pense, au quartier des spectacles, lors de la dernière Coupe Stanley, il y a comme 2 ans, je crois, c'est ça? Un grand écran, oui. Un grand écran. Mais je pense que le sport, il y a 2 éléments qui sont intéressants. Il y a effectivement la retransmission des grands événements et des regroupements populaires et qui font qu'on se retrouve autour d'une passion collective. Mais il y a aussi, je dirais, le sport dans notre vie du quotidien. C'est exactement le projet de l'Esplanade Tranquille que vous avez dû expérimenter, qui est d'avoir redonné au centre-ville sa patinoire, parce qu'il n'y en avait pas au centre-ville de patinoire, qui est une patinoire exceptionnelle et qui allie l'activité sportive et culturelle et créative, puisqu'on a développé autour de ce projet-là une vraie marque, une vraie patte numérique digitale avec ses projections. Donc je pense que le sport est un élément aussi qui fait partie aussi de notre quotidien dans les parcs. Jouer au hockey, tu joues au hockey, je pense, ça, ou tes enfants. Mais de pouvoir redonner ça. Et je crois que c'est effectivement aussi ce qu'on a essayé de faire avec l'Esplanade Tranquille, en tout cas dans le projet qu'on a eu au quartier des spectacles. C'est vrai, c'est effectivement rare qu'on voit culture et sport s'allier ensemble, donc c'était un projet super intéressant. Jérôme, tu avais Je pense qu'il faut le faire de manière très fine parce qu'il y a aussi pas mal de voix qui montent. Puis j'ai l'autre pendant après, là, mais que dans tous les parcs qui ont été développés dans les 50 dernières années, puis d'ailleurs surtout dans les quartiers excentrés, c'était beaucoup les associations sportives ou les lobbies de certains sports, dont le baseball, je prends compte le baseball, là, mais je dis juste, qui sont très forts sur le lobby. Et on a créé des parcs qui étaient très fonctionnels avec le sport, une clôture, le sport, une clôture, le sport, le clôture, puis on a oublié le côté paysager des parcs et on a oublié le côté social des parcs. Donc tu as des quartiers où finalement ils n'ont aucun espace, il n'y a pas de beau parc, puis quand il n'y a pas de sport, c'est plate. Maintenant, l'autre pendant, mais c'est sûr, moi, tu sais, bon, 2 Français ici, là, j'étais tellement heureux parce qu'il y a tellement peu d'espace de diffusion comme ça. Quand il y a eu la finale de la Coupe du Monde de la France et que on l'a diffusé au pied du courant, au village au pied du courant, c'était un grand moment pour moi parce que j'étais comme, waouh, on arrive à le faire, mais j'étais surpris qu'il n'y ait pas plus. Bon, hey, c'était la France, c'est pas le Canada, là, mais j'étais quand même surpris qu'il n'y en ait pas plus. Puis la Coupe Stanley, ben, malheureusement, là, c'était la pandémie, fait que c'était en été, on peut, mais d'habitude, on le peut moins. Mais il y a quelque chose là-dedans, mais c'est sûr que ça pourrait se développer. Puis après, le pendant sur l'hiver, il faut bouger. Si tu veux que les gens sortent, il faut bouger. C'est pas vrai que tu vas mettre des braseros puis une petite terrasse, là, ça va pas suffire. Il faut que les gens bougent. Pour moi, l'Esplanade Tranquille, qui est un projet extraordinaire, appelle juste à ce qu'il y en ait beaucoup plus parce que c'est déjà trop petit par rapport à son succès. Puis si tu regardes Toronto, tu peux patiner de novembre à début avril à Toronto parce que ça fait longtemps qu'ils ont développé des patinoires réfrigérées. Je pense que cette année, on s'est rendu compte qu'il faudra activer là-dessus. Puis une patinoire réfrigérée peut devenir un cœur de vie incroyable dans un quartier. C'est un lieu de destination en soi. Si jamais il pleut, on diffuse souvent la Coupe du Monde puis la Coupe Stanley ici au MT Lab, donc vous êtes les bienvenus. Rachel? Oui, merci pour vos conseils et tips. Et je trouve que Montréal, dans mon opinion, est une ville exceptionnelle pour les activations culturelles et artistiques. Et je m'en rappelle souvent, mes amis du monde qui viennent, ils disent « Ah, le nombre de quantités de shows gratuits, et tout ça, ça reste avec eux. » Mais j'ai une question plutôt sur le mot « améliorer ». Je trouve qu'on fait une super bonne job sur ça. Mais les choses, mettons, j'ai des visions des parcs publics en La Fontaine, par exemple, tout l'été, avec le nombre de déchets
dans les poubelles sans arrêt, ou le manque de toilettes, ou les besoins essentiels. Est-ce qu'on travaille sur ça ou est-ce que ça tombe sur les villes qui sont obligées à faire quelque chose puis sont un peu lents à prendre leurs décisions? Hey, le meilleur exemple, là, c'est le nouveau Square Phillips. Les travaux publics ne voulaient pas mettre de poubelles au milieu du parc parce qu'ils ne voulaient pas avoir à trop marcher quand ils descendent pour faire les poubelles. Sauf que c'est un square où tout le monde va prendre son lunch. Tu sais. Donc tu te retrouves avec une belle place, mais déjà tu es obligé de manger ton lunch assis comme ça, tu n'as pas de table, puis il n'y a pas de poubelle. Il faut que tu ailles sur les côtés. Fait que ça, c'est comme si on a juste une gestion publique de la propreté. Malheureusement, on va toujours devoir faire des concessions. Puis j'y reviens encore, mais ça c'est parce que c'est vraiment la réponse à ta question. Là. C'est, si tu veux un espace propre, il faut que tu aies un organisme de gestion qui soit là parce qu'il va être très très réactif. Ça ne va pas juste être « hey, on a la ronde des travaux publics qui passent à tel moment pour ramasser les trucs ». Tu as une poubelle qui déborde, elle va être remplacée si ton organisme gère bien les choses. C'est la réactivité, c'est la propreté parce que tu veux bien accueillir ta clientèle, tu sais. Puis, mais c'est la prérogative du partenariat du quartier des spectacles. Il y a une équipe de 50 personnes qui agit dans l'espace pour rendre ça propre. Et ce que tu dis sur les poubelles, moi je l'ai entendu d'une élue de notre quartier à qui je demandais pourquoi on retirait autant les poubelles. C'est parce que les poubelles attirent les ordures. Bon, je me suis pensé que c'était peut-être sa vocation d'attirer les ordures. Mais non, mais ce qu'elle disait, c'était exactement ça. C'est-à-dire que plus on met de poubelles, plus ces gens déposent des ordures, puis on veut que les gens repartent avec leurs ordures ménagères. Mais ça crée des lieux insalubre. C'est pareil, moi j'habite dans le quartier Villeray, le parc Jarry qui est investi l'été est une vraie porcherie. Et ça, c'est des vrais enjeux parce que naturellement, les gens se sont appropriés ces parcs-là. Donc les grands pique-niques, les grands rassemblements, on l'évoquait tout à l'heure en introduction, c'est devenu aussi une marque de commerce montréalaise. Et il faut qu'on s'adapte aussi à cette réalité-là par des infrastructures qui sont inexistantes et une gestion de la propreté, je dirais, sur ces pics d'usage. Très peu de toilettes publiques. Ouais. Très, très peu. Je note, on a un appel à défi sur la gestion des matières résiduelles qui est en cours d'entreprise avec un partenaire. Donc, on se reparlera pour voir s'il y a peut-être des solutions intéressantes qui ressortent. Là, s'il y en a parmi vous qui avez des idées ou des solutions pour ça, là, on va éventuellement lancer ça. Donc, soyez aux aguets. Une dernière question. J'avais vu la main levée ici, oui. En fait, je suis très intriguée par la relation entre la dynamisation des espaces publics et le problème de l'itinérance, donc on a mentionné tout à l'heure, parce que pour avoir habité à Berry-UQAM, quand les jardins Gamelin sont arrivés, donc j'avais un appartement littéralement sur Saint-Hubert à côté, et je sais que les jardins Gamelin, en fait, la problématique a fait que les itinérants se sont éparpillés, et je me demande en fait la relation... on a mentionné ça, mais la relation avec l'aspect social et le problème de l'itinérance. Ben, toi, tu étais à l'origine des Jardins Gamelin, tu peux peut-être en parler, je dirais aujourd'hui ce qu'on vit aussi. Mais déjà, il y a pas mal de centres-villes en ce moment, là, partout dans le monde. Puis là, je reviens de Val-d'Or la semaine passée, puis les gens ne veulent plus aller au centre-ville parce qu'il y a trop d'itinérance. Puis ils ont une grande place au centre, puis il y a vraiment des problèmes avec ça. Tu sais, c'est très sensible comme sujet, mais de plus en plus, il faut arriver avec des solutions qui sont des fois un peu drastiques, dans le sens, ben, on veut que notre population vienne là, donc il va falloir nécessairement qu'il y ait un peu de déplacement. Les Jardins Gamelin, là où c'était super innovant, puis il y a eu des déplacements dans plein de quartiers d'ailleurs, je peux te dire, il y en avait dans Saint-Henri, il y en avait tout ça, mais il y en a 8 qui sont restés. Puis il y avait une clé qui était intéressante par rapport, tu sais, la Mission Hall Brewery, il y a plein d'organismes qui nous ont dit que c'était très innovant les Jardins Gamelin par rapport à la gestion de l'itinérance, même si nécessairement il y avait plein de défauts, mais une autre approche aurait été juste de dire genre de la police, vous venez plus là, puis basta. Il y avait le gérant de parc du quartier des spectacles qui gérait les Jardins Gamelin, qui était un ex-toxicomane qui avait fait des mois dans la rue. Pendant le chantier des Jardins Gamelin, il invitait ses chums à visiter le parc et tout, puis il les faisait sentir genre hey, ok, vous améliorez ma place, c'est chouette. Après ça, il y avait une relation quotidienne qui était faite avec eux, c'est-à-dire que ceux qui, par exemple, venaient vraiment déranger les clients sur la terrasse, ben lui, l'agent de parc, il leur disait genre, hey, là tu déranges mes clients, t'sais. Là tu peux rester à tel moment, mais tu sais, il y a une relation de confiance et de franchise qui s'était créée qui était intéressante. Et là où ils ont eu le résultat concret de ça aussi, c'est que chaque matin, cet agent de parc récupérait des palettes que les itinérants mettaient, en fait c'était toutes des palettes à gradation, mais ils en prenaient puis ils les mettaient deux au même niveau pour se faire des lits. Puis notre gérant de parc, il les ramassait à chaque matin. Ben, l'année d'après, on aura fait 8 lits
Quand ils ont appris qu'on leur avait fait 8 lits, ils étaient vraiment honorés. Puis ça, c'était les 8 qui étaient restés. Il y en a plein qui étaient les plus asociaux ou les plus violents étaient partis. Il y avait encore des actes de violence et tout. C'est compliqué. Et le matin, il allait les réveiller. Il leur disait, bon là, c'est 7 heures, mes clients vont arriver. Peux-tu aller plus loin dans le parc et tout. Donc, c'est pas parfait, mais c'est une relation qui s'est créée. Puis, parce que la solution de dire genre, bon, ben, on va les laisser là, mais après ça, finalement, ta grande population ne veut plus venir dans le lieu, les familles ne veulent plus venir dans le lieu, n'est pas non plus une solution. Donc, de plus en plus, on voit des solutions qui sont plus tranchées que des solutions trop consensuelles. Mais je dirais qu'on est encore à innover là-dessus parce qu'avec la pandémie, mon Dieu, mais c'est terrible, c'est devenu un grave enjeu. Là. Et puis nous, ça fait partie des demandes qu'on nous fait. C'est-à-dire, on n'est plus dans la logique aujourd'hui de faire fuir ces populations-là. On sait que ça ne fonctionne pas, on ne fait que déplacer le problème. Donc on est plutôt dans aménager les parcs. Je pense que c'est ce qui a sous-tendu aussi l'initiative des Jardins Gamelin, d'aménager, donc de ne pas laisser le parc uniquement dans une vocation d'itinérance ou de réservoir d'itinérance, mais bien de créer un mouvement social à l'intérieur. Puis nous, dans les installations, souvent, on nous demande aussi d'habiter des espaces qui, naturellement, sont plus difficiles. On est sur un projet autour du Forum des Halles à Paris où il y a cette problématique aussi d'itinérance sur certains espaces. Et on veut, à travers ces installations-là, redonner de la confiance, de la lumière, de la beauté aussi, et faire en sorte qu'on est dans une logique de mixité plutôt que d'une logique de faire fuir ces populations-là. Moi, je pourrais dire aussi, c'est sûr que j'ai beaucoup de vandalisme puis beaucoup d'itinérance alentour des pianos publics, justement, celui qui était sur Saint-Hubert, Sainte-Catherine. Fait qu'il y a deux choix, soit qu'on les incorpore dans le projet, puis il y en a des fois qui venaient jouer. Tu sais, justement, mon père, lui, qui travaille avec les pianos publics, mais il leur montrait à jouer. Tu sais, puis ça créait genre un cours de piano pour eux, pour ensuite rejouer. Mais des fois, ça faisait l'effet contraire. Ils voulaient juste être sur le piano, fait que ça faisait fuir les gens du coin. Il a fallu changer le piano 3-4 fois. Fait que il faut être en réaction aussi pour leur laisser aussi la possibilité d'avoir accès aux installations. Puis des fois, ça peut créer des beaux moments, là aussi, entre l'itinérance et les citoyens du milieu. Là. Bien justement, j'ai envie juste de rebondir là-dessus pour terminer. Il y a le Palais des Congrès, l'équipe qui nous disait qu'il y avait justement un piano d'installer au Palais. Et certains itinérants venaient jouer et qu'il y avait des gens qui savaient jouer incroyablement bien. Et donc, finalement, pour animer ces lieux-là dans les périodes plus mortes, ils leur ont payé un salaire pour jouer dans ces périodes plus mortes-là. Donc, ça permettait de redonner, dans le fond, là, à cette population-là qui avait envie de s'investir dans ces lieux publics-là. Donc, c'est un super bel exemple, je pense, de cohabitation. Puis, je pense qu'on baigne dans l'innovation verte, le design thinking. Ça ouvre justement la porte à collaborer avec toutes les parties prenantes. Donc, vraiment penser à toutes les parties prenantes en lien avec un projet pour être capable de penser à tous les angles possibles pour le penser en amont, dans le fond, là, du lancement d'un projet. Donc, je trouve ça génial qu'on puisse justement avoir ces nouvelles approches-là là, qui permettent un petit peu mieux c'est ça, de prendre en amont. Est-ce que vous restez avec nous pendant 5 à 7? On a toujours Oui, c'est ça. On a du vin, de la bière, on a un peu des petites bouchées comme ça là, qui favorisent justement le lien social. Guillaume, tu voulais relancer sur l'invitation? Oui, pour l'invitation, je vous ai parlé du congrès. On va vous envoyer à travers MT Lab, à ceux qui sont inscrits, un code d'activation si ça vous tente de venir notamment à la journée du 25 où on va aborder beaucoup d'éléments liés à l'espace public, à la gestion des espaces urbains. On a Daniel Lamarck venir faire une conférence sur l'historique du siècle du soleil dans le quartier Saint-Michel, comment ça a modifié aussi l'usage d'un quartier. Donc on va avoir tous ces éléments-là, puis d'autres conférences intéressantes, fait que vous êtes les bienvenus. Donc je vous rappelle du 22 au 26 mai, congrès du GCDN à Montréal. Merci énormément, vous trois.